Allez, allez, allez. Ok, merci. Ok, merci. Allez, ça, on y va. Oh, attends, j'éteins. Actuelle, une réduction ciblée des droits de douane, donc là c'est aligner la politique. Le président Hervé Maréchal ainsi que son directeur général Laurent Renou et Philomena Marot, que nous également sur l'intervention. Qui est lourde. Évidemment, ça fait partie du débat sur le pouvoir d'achat en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les choix énergétiques de la Nouvelle-Calédonie sont payés par tous les Calédoniens et la transition énergétique, j'insiste, doit se faire au bénéfice des Calédoniens et des consommateurs parce que c'est l'ensemble de l'écosystème calédonien qui pourra en bénéficier et à terme, ça évidemment, ça bénéficiera à l'ensemble du tissu économique. Donc il y a les deux volets. Il y a le volet effectivement comment les Calédoniens peuvent contribuer par leur talent, par leur capacité et leurs compétences
à développer tout ça, mais comment est-ce qu'ils peuvent aussi en bénéficier individuellement? Et je crois qu'il faut qu'on ait en tête ces deux principes. C'est pas aux Calédoniens de payer la facture énergétique de demain, ils doivent faire évoluer leur comportement bien sûr, mais je pense qu'ils ont longtemps payé une énergie particulièrement chère si on se compare au reste de l'outre-mer. On considère cette partie normative qui pèse aussi sur les entreprises, hein, puisqu'on a la problématique européenne, nationale puis néo-calédonienne. Donc est-ce qu'il y a un groupe de réflexion, puisqu'on voit bien que les bailleurs de fonds nous invitent sérieusement. Je quitte ce matin pour la première fois indépendantistes et non-indépendantistes pour accepter de se réunir autour d'une table au commissariat, monsieur le commissaire. On se retourne cet après-midi pour d'autres réunions avec les mêmes interlocuteurs. Donc, je ne vais pas passer l'après-midi avec vous, et j'en suis désolé. Mais si on parle beaucoup de politique et d'autonomie politique, constatez que dans la production agricole ou l'alimentaire, par exemple, la Nouvelle-Calédonie a perdu des parts de marché. Elle produit beaucoup moins désormais qu'elle produisait il y a 20 ans. Ce qui n'est pas super lorsqu'on veut aller vers une plus grande autonomie, voire vers l'émancipation, voire vers l'indépendance. Et sur l'énergie, on s'aperçoit que sa capacité à pouvoir prendre son destin en main est très limitée et pose des problèmes évidemment très forts vis-à-vis des pays qui les entourent. Et si jamais la France devait, ce que nous ne souhaitons évidemment pas de la part du gouvernement de la République, ne plus être présente ici, d'autres se substitueraient à elle et remplaceraient sans doute une présence nationale par des présences étrangères. Il y a une question d'autonomie de cette énergie, il y a une question à coup sûr de décarbonation. J'ai pensé ici que l'énergie, à part celle consommée par les concitoyens de Nouvelle-Calédonie, essentielle c'est pour la production du nickel, comme tu l'as très bien dit Hervé, les 3 usines, et pas simplement, responsable de 90% des exportations de Nouvelle-Calédonie. On voit bien que c'est une énergie qui est très carbonée, qui pollue beaucoup, et c'est quand même très particulier d'imaginer une transition énergétique qui ne concernerait pas en premier lieu la production industrielle et donc la production du nickel. Et puis évidemment, c'est une économie qui doit être pas chère, d'abord pour les concitoyens, bien sûr, mais pour vos entreprises, et bien sûr pour le nickel lui-même, puisque l'un des grands défauts du nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il est produit de façon très chère, trop chère par rapport à ses voisins, alors qu'on voit bien que c'est une matière d'avenir et que vous avez un tiers des réserves mondiales ici, parce que ça coûte trop cher à produire du fait de l'énergie, du fait des process industriels qui utilisent beaucoup d'énergie. Donc le grand avantage de la Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est un magnifique territoire pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir être au rendez-vous de cette transition. Et ne perdons pas un député, ça peut servir. Voilà. Merci. Attention, quand le député d'à côté te soutient, c'est que c'est très mauvais signe. Mais donc ici en Nouvelle-Calédonie, on peut à la fois faire, en tout cas on doit avoir comme objectif pour le gouvernement de Nouvelle-Calédonie comme pour l'État central, une énergie autonome, une énergie pas chère et une énergie décarbonée. Alors évidemment, on a des grosses difficultés, mais j'ai entendu les pistes que tu évoquais qui sont celles du gouvernement. Je pense que avec Jean-François, on peut le dire. D'abord, il y a sans doute le passage du pétrole au gaz, ou aller vers quelques productions énergétiques qui certes ne pourront pas utiliser 100% des ressources, mais qui pourraient aller vers des énergies plus propres, ou en tout cas plus alternatives. Et puis, il ne faut pas écarter le mini-réacteur nucléaire, tu l'as dit toi-même très, très rapidement. En tout cas, c'est une réflexion auquel notamment Jean-François Carenco pense beaucoup, et sur laquelle nous avons fait des propositions à la Première ministre. Ça poserait d'autres questions, indépendamment de la faisabilité technique. Ce serait notamment de l'acceptation par nos pays voisins, notamment la Nouvelle-Zélande et l'Australie, vous le savez bien, mais ce n'est pas totalement à exclure. Et puis le sujet que nous avons ici en Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment l'interconnexion, le fait qu'il n'y a pas les réseaux qui pourraient utiliser une énergie qui pourrait ainsi, je ne parle même pas des îles, être sur toute la Grande Terre. Et on pense, mais peut-être que c'est un œil un peu trop lointain de Paris, mais que la Nouvelle-Calédonie n'a pas tout à fait les moyens d'aménagement et ni les moyens budgétaires, ni les moyens politiques, même de se mettre d'accord sur ce que pourrait faire RTE ailleurs, sur le territoire national, et sans doute au-delà des compétences qui sont dévolues à la Nouvelle-Calédonie. Et si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était d'accord, l'État vient y mettre beaucoup de moyens, beaucoup d'ingénieurs et peut-être des entreprises publiques ou parapubliques extérieures pour pouvoir faire ça ici. Mais nous pensons que s'il y a bien un outre-mer qui a la possibilité d'une économie très rapidement décarbonée, à pas cher et autonome, c'est bien la Nouvelle-Calédonie, en lien avec tout ce que nous pouvons faire pour le nickel. Parce que si nous utilisons
l'intégralité de l'argent que nous mettons aujourd'hui dans les usines de nickel, soit pour les aider dans leur process industriel, soit pour être au rendez-vous de la défaillance de certaines actions capitalistiques, soit pour payer les salaires quand il faut les payer. Nous avons déjà versé beaucoup d'argent public pour une compétence qui n'est pas la nôtre, et pour diverses raisons, et notamment politiques. Si nous mettions cet argent dans la transition énergétique, notamment pour le nickel et pour tous ceux qui profitent du nickel, alors nous aurions fait à la fois le rendez-vous de la transition énergétique souhaitée par la Première ministre et nous aurions avancé vers l'autonomie économique et énergétique de la Nouvelle-Calédonie en laissant pour les futures générations quelque chose de très positif. Et puis on le sait bien ici, qui dit transition énergétique dit effectivement respect de la planète. La Nouvelle-Calédonie, comme tous les États du Pacifique, au sens très large du terme, sont touchés par les traits de côte qui sont en recul. 75% de la population de Nouvelle-Calédonie vit sur ces traits de côte qui sont questionnés par le réchauffement climatique, par UVA, qui risque, si ce n'est de disparaître, au moins d'être coupé en deux, puisqu'on va voir d'ailleurs vendredi, cher Jean-François, et donc les questions de réchauffement climatique concernent les populations au plus haut point. Et quand on sait que les questions des terres et des aires coutumières sont déjà très bousculées par l'histoire et seraient demain très bousculées par des réfugiés climatiques, on voit qu'on posera d'autres questions politiques encore plus dures, notamment pour les tribus, que celles simplement de ce qui s'est passé dans l'histoire et dans l'histoire coloniale. Donc oui, c'est une question extrêmement importante, qui va demander beaucoup d'argent. Certes, ce n'est pas la compétence de l'État central. On voit bien en quoi l'État central peut aider, notamment en touchant des financements européens aussi très importants. Je pense que ça, c'est un point important qu'on réfléchit évidemment au projet qu'on peut avoir pour un territoire. Et puis pour se poser une autre question, je terminerai par là, qui fait écho à la matinée que nous avons eue tout à l'heure. Ce matin, on a eu l'audit, le bilan de l'accord de Nouméa. Et parmi tous les sujets de l'accord de Nouméa, on va d'ailleurs rendre ce soir public ce bilan qu'on a commandé à un cabinet indépendant. Cet après-midi, on fait l'audit dit de décolonisation. Notre collègue Bussereau, d'ailleurs, a beaucoup aidé. On va le rendre public, tous ces documents, sur le site internet du Haut-Saria. Donc, je vous encourage à le regarder. On a d'ailleurs dit que toutes les contributions des entreprises, comme des institutions, comme des citoyens, seraient publiées d'ailleurs sur le site du Haut-Commissariat. On apprend ce matin que parmi diverses conclusions, la Nouvelle-Calédonie est ultra dépendante de deux sources de financement totalement exogènes, c'est-à-dire totalement sorties de votre propre volonté personnelle et entrepreneuriale et politique. La première, c'est les aides de l'État. On n'échappera pas que la Nouvelle-Calédonie fonctionne en très grande partie par l'argent que verse l'État français à la Nouvelle-Calédonie, quels que soient les moyens et les buts pour lesquels elle le verse, et le nickel. C'est-à-dire que, évidemment, chacun est très attentif au cours du nickel, mais enfin, il est très extérieur à la vie politique et locale de Nouvelle-Calédonie. Donc 90% de la richesse de Nouvelle-Calédonie dépend soit de l'État, soit du nickel. Et donc avec très peu de production, même malgré votre travail à chacune et à chacun, très peu de production ou de choix politiques ou de choix économiques qui seraient propres aux Calédoniens. Donc il faut absolument sortir de cette dépendance à l'État et au nickel. Et que si on veut aller vers l'autonomie, voire l'émancipation, la première des choses à se poser comme question, on en parlait ce matin avec les parlementaires, c'est d'abord la création de richesses intérieures. Sinon, on est condamné à quitter la France pour aller vers d'autres puissances, et notamment de grandes puissances asiatiques, et je ne donnerai pas le nom de pays pour pas faire de publicité à la Chine, bien évidemment. Donc c'est évidemment une question auquel on doit tous se poser. Et il est évident que la transition énergétique, qu'il s'agisse de la formation, tu l'évoquais, du retour de compétences, mais aussi de l'innovation, est une source, je ne sais pas si elle est inépuisable, enfin très importante de développement économique en interne, totalement endogène, pour créer une croissance endogène et pas subir des croissances exogènes qui ne font que rendre très dépendant politiquement la volonté de telle ou telle institution. Voilà ce que je veux dire en quelques mots. Vous dire qu'on est très heureux évidemment de répondre à l'invitation de la FEDOM et du ministre Mariton. Il se trouve que nous avons calé notre déplacement de Nouvelle-Calédonie parce que Hervé Mariton faisait sa réunion. Bien évidemment, on va pas faire ça absolument parfait, mais évidemment, comme le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, fait que nous sommes nommés en même temps que lui, en même temps que vous. Ça me permet, Jean-François, de remercier la FEDOM pour tout son travail quotidien, parfois pour son exigence forte, et en général, quand il y a des choses positives, c'est moi qui les annonce, et quand elles sont négatives, c'est Jean-François Caraco qui les fait. C'est ainsi la répartition des tâches. Mais en tout cas, ça me permet de remercier une nouvelle fois aussi la FEDOM et Jean-François pour tout le travail qu'ils font, pour vous défendre, notamment dans les longues discussions qu'ils ont avec Bercy au moment de la construction du budget. Ce que j'ai eu à subir pendant 3 ans quand j'étais ministre des Comptes publics, mais maintenant que je suis ministre de l'Intérieur,
je deviens assez dépensier. Voilà ce que je veux dire en quelques mots. Merci à vous, merci de votre accueil, merci au d'Hervé Delcariton. Je laisse la parole peut-être quelques instants à Jean-François Carinco, qui est le grand monsieur d'énergie malgré tout, pour avoir présidé la CRE, puis on répond à vos questions bien sûr. Merci à vous. Madame la maire, messieurs les parlementaires, cher Hervé, vous noterez qu'il est maire de la Drôme et pas des Drômes, mais c'est pour ça qu'on aime bien. Je vais d'abord vous dire, en complément, c'est-à-dire, puis en appuyant un peu plus ferme Gérald Darmanin, l'avenir de la Calédonie, au-delà des institutions, de l'énergie, il est chez vous. Soit vous créez de la richesse, soit vous créez de la valeur, soit quoi qu'on fasse, même si on a un très bon ministre de l'Intérieur, il ne se passera rien. Ça sera l'effondrement. C'est juste vraiment vous qui êtes en première ligne. Alors c'est vrai qu'il y a des incertitudes, des ceci, des cela, d'accord, mais on n'est pas chef d'entreprise pour rien, pour se tourner les pouces. Donc je pense que pour beaucoup, c'est vous, et rassurez-vous, Hervé m'en parle souvent, hein, on essaye dans le cadre des mesures, du CIOM, des budgets, etc., d'amener le maximum, mais enfin un sou est un sou, mais c'est un de vos fervents défenseurs. Voilà, ça c'est le premier point général. Vraiment, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est aussi simple que ça. Deuxième sujet, l'énergie en règle générale est dans les Outre-mer. Les Outre-mer peuvent être le point où s'inventent les énergies de demain. Je ne parle pas je parle de Saint-Laurent-du-Maroni et de la production d'hydrogène, du SWAC à La Réunion et à Mayotte, et choses comme ça. Éventuellement, s'il y a deux territoires où on peut faire du petit nucléaire, c'est ici et La Réunion, hein, par exemple. Ici, vous avez la chance d'avoir de l'hydraulique et d'avoir de l'espace pour faire du solaire. Avec un besoin supplémentaire, c'est de toute façon d'avoir quelque chose qui sécurise le nickel et l'ensemble du réseau. Donc moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un peu des usines à gaz, comme on dit, pour favoriser tout ça. Mais globalement, même si la CRE que je présidais a un accord de partenariat avec le gouvernement calédonien, on n'est pas encore assez bon. Donc les discussions vont s'entamer sous la présidence de Gérald Darmanin, je crois, dès demain, sur le nickel. Nickel, réseau, entreprise, particulier. C'est comme ça, je pense qu'on a les moyens de réussir. On a les moyens de réussir. Je pense qu'il y a des investisseurs qui sont capables de venir. Hein. Il faut les faire venir. Il faut avoir une vision claire sur ce qu'on fait sur le nickel. Une vision claire de la nécessité d'avoir une énergie pas chère. On n'est pas là pour faire du bénéfice sur l'énergie, sinon on n'y arrivera pas. Et sur le sujet des réseaux. Juste, puis je terminerai là-dessus. Moi, je suis ministre de l'Outre-mer, donc j'accompagne vos plaintes, vos complaintes, etc. Et regardez ce qui se passe dans le monde. Je suis fier d'être avec Gérald Darmanin pour m'occuper des Outre-mer, dans lesquels on est l'image de ce qui se fait de mieux dans les îles Outre-mer en énergie. C'est ça aussi. Moi, j'admets toujours qu'on se plaigne pour me dire Carinco, tu ne bouges pas assez, Mariton, tu devrais en faire plus. Mais regardons ce que fait la France dans ses Outre-mer. Et on va essayer, dans des conditions différentes, puisqu'ici on est en autonomie énergétique, c'est le gouvernement, il y a un problème spécifique de nickel, on va essayer de faire ça. Mais on le fait pour vous, mais on n'y arrivera pas si vous n'êtes pas avec nous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur tout sujet? Pas la réforme de la retraite, ça me changera de Paris. Merci. C'est Carinco qui répondra. Tout va bien à créer, Jean-François.
Déjà, oui, je vais peut-être me lancer du coup. On a beaucoup de chance aujourd'hui de vous avoir, messieurs les ministres. On a parlé rapidement du monde économique et de la nécessité de s'investir. Je pense que le monde économique calédonien ne vous décevra pas de ce point de vue-là. Il est extrêmement actif et résolu, mais aujourd'hui extrêmement freiné par la situation institutionnelle du territoire. Et évidemment, la question qui se pose, mais je sais que vous vous la posez tous, c'est quand est-ce qu'on en sort et quelle visibilité pouvez-vous nous donner sur le futur institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. La période référendaire a été écrite, elle s'est passée, elle a été mortifère pour l'économie calédonienne. Les 5 dernières années l'ont prouvé, ont été extrêmement difficiles. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour demander de l'argent, nous ne sommes pas là pour demander finalement des moyens supplémentaires, en tout cas pas au nom des entreprises privées. On est là pour demander de la visibilité, de la confiance. Et puis une autre façon quelque part de parler de la Nouvelle-Calédonie, parce que notre territoire mérite mieux qu'un simple débat politique. Donc véritablement, je me fais porte-parole également de mes collègues, mais David le dira peut-être également, pour dire que il y a une forte attente, une très très forte attente du monde économique pour de la visibilité, de la clarté. Le monde économique a attendu effectivement longtemps, et aujourd'hui nous avons besoin de cette visibilité, cette clarté pour croire dans l'avenir et investir tout simplement. Vous avez cité M. Carminco, la nécessité d'avoir des investisseurs et une prospérité économique. Eh bien, nous avons besoin aujourd'hui du politique et d'une sortie de cette situation pour envisager sereinement l'avenir. Voilà. Comme c'est facile, c'est intéressant. Bien, je m'attendais un peu à cette question. Non mais d'abord je comprends très bien ce que vous dites, madame, et je comprends très bien l'incertitude qui est insupportable. Pas simplement pour les chefs d'entreprise que vous êtes, et évidemment respectable puisque c'est votre temps, votre vie, votre argent personnel que vous y mettez, puis votre cœur et vos salariés, mais aussi pour tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie. Moi, c'est la 3e fois en 9 mois que je me rends ici pour l'agenda du intérieur. Je ne vais pas vous faire pleurer de la chaumière, mais c'est important. C'est pour vous montrer que c'est un souhait vraiment important du président de la République que nous confie à Jean-François et à moi, le fait de trouver une solution, et une solution pérenne, une solution durable. Et à chaque fois, je suis frappé que les conversations que j'ai avec les femmes et les hommes politiques de Nouvelle-Calédonie ne sont pas tout à fait, et c'est normal, mais pas tout à fait ce que j'entends de la société calédonienne. Qu'il s'agisse de Kanaks, de Wallisiens, de gens qui sont venus depuis très longtemps en Nouvelle-Calédonie, et je l'ai très frappé, je crois que Nicolas Mesdorf était là la dernière fois, du déjeuner qu'on a fait avec des jeunes, essentiellement Kanaks dans la province nord, qui disaient que ce n'était pas tellement leur combat, des discussions politiques pour lesquelles nous étions là. Et je pense que ça, c'est un point très important, et que je pose d'abord sur la table. Que moi, je mesure bien, et Jean-François, je pense qu'on mesure bien la différence qu'il y a entre des politiques qui discutent entre eux d'avenir politique, quelles que soient ces options, et l'immense majorité, comme dirait le général de Gaulle, la mère, qui, elle, considère que maintenant il faut passer à autre chose, et que c'est plus des questions d'hier ne se posent plus aujourd'hui. Donc ça, il faut le dire, et je vais dire, c'est plutôt à vous de le dire aussi à vos responsables politiques. Bon. Je pense que de Paris, on en est un peu convaincus. Deuxièmement, quelle est la situation à laquelle nous sommes? Bon, une situation qui est très complexe. Pourquoi? Parce que le président de la République a eu le courage d'organiser dans son dernier quinquennat les 3 consultations qui avaient été prévues, voilà, il y a plus de 20 ans. Et si on remonte à des accords politiques encore plus anciens, il y a plus de 30 ans. C'est Emmanuel Macron qui a pris la responsabilité politique, soit de quelque chose qui aurait pu mal se passer, au sens violent du terme, c'est tous ici qu'il peut y avoir de la violence, et des condamnations internationales, et des difficultés fortes évidemment à gérer cette violence à 12 ou 13 000 km de Paris, ou, au bout de 3 fois qu'on pose une question à quelqu'un, la possibilité d'avoir une réponse qui ne nous plaît pas. Et à la veille de l'élection présidentielle, au moment où Mme Le Pen était quand même très élevée, puisque moi je vous réponds en homme politique, chacun ses contraintes, prendre la responsabilité de faire le 3e référendum, et après le maintenir, malgré les atermoiements des uns et des autres, c'est une responsabilité politique très forte. Et donc les 3 noms qui ont été donnés, c'est 3 noms qu'il faut respecter, et que la Nouvelle-Calédonie est française, et il n'y a aucune raison de revenir sur ces 3 noms, d'autant que c'est le président de la République qui a pris le poids politique de les organiser, et qu'on n'est pas là pour organiser un 4e référendum l'année prochaine. Pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, puisque vous êtes une citoyenne active comme tous ceux qui sont ici,
Il peut y avoir des gens qui remettent en cause. Mais ce n'est pas parce qu'ils le remettent en cause qu'il faut accepter cette remise en cause. Donc nous ne sommes pas là pour négocier un 4e référendum, ou un 5e, ou un 6e, ou un 7e, jusqu'à ce qu'on réponde la réponse qu'on attend. On est là pour organiser l'avenir. Voilà. Donc première des choses, c'est qu'on dit non au 4e référendum, et on dit construisons l'avenir. L'avenir, il se construit sur 3 points. Il doit être d'abord conforme à ce qu'ont décidé les Calédoniens, c'est-à-dire de rester dans la République française. C'est une organisation particulière, la grande autonomie que connaît la Nouvelle-Calédonie. C'est pas tout à fait comme ça que fonctionne en général la République française, qui est plutôt un État centralisé, qui aime bien les jardins très, très clairs. Bon. Moi, j'adore l'autonomie française où on dit qu'il faut respecter l'autonomie, mais il faut intervenir sur le nickel, sur l'énergie, sur les comptes sociaux, le Covid. Bon, c'est une autonomie formidable. La française qui a demandé pareil, quelqu'un qui n'est pas en autonomie, tout en disant qu'on ne veut pas répondre aux questions pour raison en disant ça c'est notre compétence. Bon. Donc c'est ce qui fait votre charme, on vous aime beaucoup, mais donc on s'est dit tiens, peut-être qu'on pourrait imaginer une organisation un peu différente. Faut-il 5 institutions pour un pays de 300 000 habitants? C'est une question intéressante. Voilà. Pourquoi les maires ici n'ont pas la compétence des autres maires de la métropole, des autres pays d'outre-mer? Est-ce que votre fiscalité vous permet de créer de la richesse? Bon, bah, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Est-ce que les compétences, vous les exécutez bien, ou est-ce que vous devez avoir d'autres compétences pour mieux les exécuter? Bon, ça, c'est une question plus large, institutionnelle. C'est normal qu'elle prenne du temps. C'est pas totalement illogique, surtout que je ne vais pas vous faire votre vie politique locale. Mais enfin, vous avez des élections l'année prochaine, et il se peut que les gens qui discutent avec nous aient d'autres idées que simplement l'idée d'avoir un accord avec le gouvernement français. Peut-être qu'ils ont entre eux des idées pour savoir ce qui va se passer aux prochaines élections, et que même au sein même des camps, parfois, des compétitions internes. Donc, ça prend du temps, c'est pas si grave que ça. Il y a eu le Covid, après il y a eu l'élection présidentielle législative. Bon, ça fait 1 an qu'on travaille désormais sur cette question. Je sais que c'est long pour un chef d'entreprise, mais à l'échelle de la politique, c'est pas si long que ça. Le deuxième point pour nous important, c'est le corps électoral. Ça, pour nous, c'est très important, parce qu'on ne peut pas dire aux citoyens, je ne parle pas aux chefs d'entreprise que vous êtes, qu'il y a aujourd'hui des enfants nés en Nouvelle-Calédonie, de parents eux-mêmes nés en Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas voter. Ça n'existe dans aucune démocratie au monde. Il n'y a pas un endroit au monde où cela existe. Et quand même nous irions vers l'indépendance, ce que j'ai dit aux indépendantistes, c'est qu'ils seraient obligés de mettre en place des règles démocratiques, puisqu'ils veulent être une démocratie, puisqu'ils l'évoquent eux-mêmes, pour que être citoyen calédonien ne soit pas une question de sang, mais une question aussi de volonté. Et donc il faut modifier ce corps électoral, au moins pour les provinciales, qui ont lieu l'année prochaine. Il ne faudra pas recommencer sans cesse, sinon on pousserait l'absurde d'avoir un corps électoral où il n'y aurait plus d'électeurs, puisque ce serait un stock où il y aurait... Bon, c'est absurde, vous voyez. Évidemment, vous voyez bien en quoi cette question du corps électoral, elle est profondément identitaire chez vous, j'allais dire chez nous, chez vous, et qui en plus modifie les rapports de force aux provinces et au Congrès, qui eux-mêmes, aujourd'hui, et c'est pour ça que tout est dans tout, permet l'autodétermination. C'est les membres du Congrès qui déclenchent les référendums qui peuvent permettre l'indépendance. Si, et c'est ce que nous proposons, en tout cas dans les discussions que nous avons avec tout le monde, de dire que ce n'est pas simplement des élus qui déclenchent l'autodétermination, mais ça peut être des citoyens. On pourrait imaginer une pétition. Bon, ça peut être d'ailleurs un mix élu-citoyen. Ça peut être un nombre de provinces qui déclenchent. On décristallise quelque chose, et ça me paraît normal et intelligent de dire, ben voilà, quand on est depuis un certain temps sur une terre, qu'on y paye des impôts, qu'on y élève ses enfants, voilà, le droit de la volonté, ça compte autant que le droit du sang. Donc il y a cette question du corps électoral, qui évidemment est très tendue, parce que non seulement elle est identitaire, comme je l'ai dit, mais c'est demain les provinciaux. Et puis troisièmement, c'est l'autodétermination. Bon, dans la Constitution de la Ve République, comme dans la Charte des Nations Unies, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il y a la capacité pour chacun des peuples d'outre-mer à demander l'autodétermination. Ça vaut pour la Guyane comme ça vaut pour la Nouvelle-Calédonie, et ça vaut pour tous les peuples du monde qui ont signé la Charte des Nations Unies. Il se trouve que par ailleurs, ça fait très longtemps, et c'est pas nous qui l'avons fait, on a reconnu un peuple calédonien avec une citoyenneté calédonienne. Donc je veux dire à chacune et chacun qui m'entend ici, c'est pas parce qu'on dit il y a eu 3 référendums que vous avez répondu non et qu'on est d'accord sur le fait que vous devez rester français et qu'on va travailler pour que ça a un sens d'être français à 12 000 km de Paris, avec l'Indo-Pacifique, ça veut dire quoi d'avoir une double citoyenneté, et ça on n'a pas répondu à toutes les questions, il faut qu'on y réponde bien évidemment, et le président de la République
je l'espère, aura très bientôt ici en Nouvelle-Calédonie l'occasion de vous le dire, et de vous le dire les yeux dans les yeux, qu'on doit oublier ce qui fait un des fondements de notre Constitution, c'est que les peuples d'outre-mer ont le droit à l'autodétermination. C'est pas qu'ils ont le droit tous les jours. C'est-à-dire qu'on doit prévoir, sinon nous serions mis au banc des Nations Unies, sinon nous ne serions pas conformes à la Constitution du général de Gaulle, on doit prévoir quels sont les moyens qui, un jour, permettent d'accéder à cette autodétermination. Alors, il y a un laps de temps. Est-ce que c'est 1, 2, 3 générations? Bon. Il y a, qu'est-ce qu'on pose comme question? Est-ce que le binaire, oui, non, est la bonne question en Océanie? Manifestement, ça n'a pas été la bonne façon de faire précédemment. Je ne peux critiquer pas ceux qui l'ont précédé, c'est très compliqué. Enfin, on voit bien que ça n'a pas réglé les choses. Les Kanaks ont continué à voter en très grande partie indépendantistes, et nos Kanaks ont voté en très grande partie oui pour la France. Est-ce que ça a permis de mieux vivre en Nouvelle-Calédonie ensemble? Je ne suis pas absolument convaincu que l'avenir commun, c'est d'un seul coup mêlé, où il y a beaucoup de mariages mixtes, où tout le monde est très heureux. D'ailleurs, il suffit de regarder la salle pour montrer que c'est manifestement pas aussi libéré que les rues de l'ensemble de Nouvelle-Calédonie, mais c'est comme ça, c'est un fait. Je suis obligé de le constater en tant que responsable politique. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une question sur la question? Il y a plein de façons de faire. Pour montrer que ce droit à l'autodétermination existe, il ne peut pas être déclenché tous les jours, parce que justement, il faut donner le temps long. Bon. Donc ces trois questions, compétences, institutions, qui débloquent un certain nombre de sujets, vous avez 3 codes de l'environnement pour 300 000 habitants. Bon, je veux bien qu'on parle de transition énergétique, mais quand on a 3 codes de l'environnement pour 300 000 habitants, ça ne me paraît pas très raisonnable. Donc peut-être qu'il faut aller vers le raisonnable. Est-ce qu'il faut, je modifie le correctorat, la réponse est oui, avec toutes les questions identitaires que cela pose, et très rapidement, parce que c'est pour l'année prochaine. Est-ce qu'il faut prévoir l'autodétermination? La réponse est oui, mais pas tous les jours. Donc c'est ça qu'on essaie de construire. Alors la difficulté, c'est que pour danser le tango, il faut être deux. Hein. Donc l'État, il est prêt, c'est les 3 fois qu'on vient, 5 fois qu'on les reçoit. On a écrit une lettre, on a écrit ce qu'on voulait. Bon, on va venir le moment où on va en décider sans les Calédoniens. Et ça va être dommage parce que c'est le consensus qui fait avancer les choses, vous le savez bien. J'ai l'impression, confusément, que les gens sont à peu près d'accord pour désormais danser le tango avec nous. Bon, maintenant ça prend du temps, l'échelle de temps n'est pas la même. Ils se disent les ministres vont changer, nous on restera. Bon. Mais il viendra un moment où le gouvernement de la République, parce que le président de la République, c'est la commande qui nous a passé, va prendre des décisions à la place des Calédoniens. Donc on fait des derniers inventaires, voilà, on vous dit coucou, on est prêt à négocier, on est prêt à discuter, mais au bout d'un moment, on ne va pas attendre non plus 107 ans et on décidera, parce qu'on a bien compris qu'il y avait des chefs d'entreprise, qu'il y avait des citoyens qui avaient envie de se projeter dans l'avenir, qui n'ont pas envie de répondre à la question oui ou non à l'indépendance, qui ont envie d'être à la fois très autonomes et en même temps très accrochés à la France. Et ce qui manque, et je terminerai par là, tout en donnant ce temps long pour vous, ce qui manque, c'est sans doute la définition de c'est quoi être français en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'attend la France de la Nouvelle-Calédonie? Voilà. Ça peut être quelque chose d'éminemment important du point de vue effectivement de la transition écologique et environnementale. Ça peut être notre place effectivement dans l'Indo-Pacifique où on voit que la géopolitique en 20 ans a changé. Hier, c'est les Australiens et les Néo-Zélandais qui nous faisaient la guerre pour que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante. Aujourd'hui, les Australiens et les Néo-Zélandais, à chaque fois que je les rencontre, ils disent il faut absolument que vous restiez ici. Bon, le monde bouge, c'est une chose très importante. Et puis ça peut être l'incroyable et formidable croissance de l'économie bleue de ce qu'apporte la mer au monde. Et sans l'outre-mer, sans la Nouvelle-Calédonie, la France n'est pas la même. Elle est moins belle, elle est plus difficile. Donc ça appartient au président de la République de définir et donc de s'inscrire dans le temps long. Et après, il y a plein de modèles institutionnels qui permettent de garder la Nouvelle-Calédonie dans la France en donnant du temps long, tout en respectant des spécificités, parce qu'on ne gère pas tout point comme on gère la Nouvelle-Calédonie. Donc encore un petit peu de patience. On sait que c'est long. Mais vous savez, la discorde politique, voire la violence politique, ça vous coûtera plus cher que les quelques mois que vous nous donnerez encore pour négocier. Quand on a un problème, on a la commune, la province, le gouvernement, le Haut-Saria, enfin bref, tout ça pour 300 000 habitants et c'est juste ridicule. Voilà. C'est juste ridicule d'avoir 3 provinces pour administrer un petit bout de caillou de 300 000 habitants. Donc, vos discussions institutionnelles, c'est pas que les rapports de force politique, c'est aussi mettre de la rationalité dans les structures institutionnelles. Et franchement, les provinces, c'est pas rationnel. Ce qui est sûr, c'est que c'est un territoire suradministré. Et nous, en France métropolitaine, on n'est pas du tout dans la suradministration. On n'est pas du tout dans la bureaucratique. C'est vrai que ça paraît bizarre.
300 000 habitants, avec des communes, des provinces, un gouvernement et une assemblée. Alors vous dites le Haut-Saria, bon, le pauvre commissaire, il fait ce qu'il peut, souvent il est un peu le rappel de tout le monde. Bon. Je préciserais d'ailleurs que le haut-commissaire, c'est le seul, si je peux me permettre cette provocation envers mes amis du premier rang, qui parle au nom de la Nouvelle-Calédonie tout en entier. C'est le seul qui est de l'île des Pins jusqu'à Lifou, de Koné à Nouméa, il a l'intégralité du territoire. Je constate souvent que les élus des provinces, ils restent dans leur province. Donc ils ne parlent pas toujours au nom de toute la Nouvelle-Calédonie. Donc l'État, malgré tout, est le facteur d'unité d'une Nouvelle-Calédonie qui est très divisée. Ce qui me gêne, monsieur, c'est pas tellement les institutions qui soient nombreuses, même si vous devez les vivre comme ça, c'est le fait que les compétences ne soient pas claires et très partagées. Il se pourrait qu'on fixe des compétences propres à chacune des collectivités, même nombreuses, pour des raisons politiques que vous évoquez, que j'évoque et qui peuvent se comprendre, parce que vous êtes bien sûr dans une terre où vous faites du développement économique, mais vous êtes aussi dans une terre qui a un passé compliqué. Voilà. On pourrait imaginer que chaque territoire, province, gouvernement, commune, a une compétence claire. Qui a le nickel? Qui a les mines? Qui a l'activité économique? Qui a l'environnement? Et en se disant d'ailleurs, vous voyez, le 3 codes de l'environnement pour un même territoire de 300 000 habitants, c'est absurde. Et pour le coup, il faudrait que ce soit le gouvernement qui l'ait, et pas chacun des provinces. Donc la question n'est pas tant est-ce qu'il faut ou pas fusionner, supprimer les institutions qui viennent des accords du Nouméa, que est-ce qu'on ne peut pas répartir les choses plus intelligemment? Sans doute. Il y a une compétence qu'aimeraient beaucoup exercer les indépendantistes, vous savez, c'est la compétence diplomatique, notamment les accords commerciaux qu'on peut avoir avec le Vanuatu. Mais le sujet, c'est... Imaginons que la France dise, bon, écoutez, on laisse au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en tout cas aux institutions de Nouvelle-Calédonie, les moyens, dans la sphère pacifique, de gérer des accords internationaux, s'ils ne touchent pas l'armée, s'ils ne touchent pas la diplomatie, mais qui touchent le commerce, avec le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, sans passer par Paris, et sans l'ambassadeur, et sans le haut-commissaire. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, il n'est pas clair de savoir qui a ces compétences. Est-ce que c'est les provinces ou est-ce que c'est le gouvernement qui a l'accord commercial avec le Vanuatu sur les bananes? Même entre institutions, c'est pas clair. Donc ce qu'il faut sans doute dans l'accord que nous aurons demain, c'est pas tellement supprimer un niveau, parce que je crois que si je vous promettrais, je n'y arriverai pas. Et ce serait un retour à la violence politique, parce que chacun comprendrait que ce serait pour piquer le pouvoir de l'autre. Donc je ne proposerai pas ça. Même si je peux être d'accord avec vous rationnellement. Ce qu'on pourrait proposer, par contre, c'est le fait que chaque niveau de compétence a une compétence, et c'est clair pour vous et clair pour tout le monde. Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc oui, il y a la suradministration en Nouvelle-Calédonie, oui, il y a beaucoup d'institutions pour 300 000 habitants, oui, ce sont des réponses avant tout politiques et pas des réponses rationnelles économiques. Non, on ne changera pas tout, mais oui, on peut améliorer, bien évidemment, le millefeuille pour qu'il soit moins millefeuille, mais qu'il soit plus clair. Sur le droit de vote, je terminerai par là. Bon, il n'y a pas de gouvernement français, quel qu'il soit, qui vous donnera le droit de vote au bout de 3 ans sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'on soit clair aussi entre nous, parce que sinon je vous mentirais. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'élus politiques, quels qu'ils soient, qui le demandent. Là aussi, je vais faire de la provocation. M. le député Nesdorf le sait. Même les loyalistes ne veulent pas que les métropolitains viennent voter tout de suite. Parce que vous savez qu'ils sont plus autonomistes souvent que les indépendantistes. Hein. D'ailleurs, ils n'ont aucune envie que les profs de gauche viennent voter ici dès qu'ils sont mutés. Hein, donc il faut un certain temps. Non, mais je pense raconter l'annexe. L'adhérent de la FSU, mon ami, bon, bref. Bon. Donc il n'y a pas un homme politique sérieux de Nouvelle-Calédonie qui vous dit je veux absolument que le droit de vote soit général et qu'on vote comme quand on fait son changement de électoral de Tourcoing à Roubaix. Ça n'existe pas. Après, il y a combien de temps on devient calédonien pour voter ou on a le droit de voter? Ça, c'est une question politique très intéressante. Est-ce que le tout général est possible? Non. Personnellement, c'est pas souhaitable. Parce que je pense que ça bousculerait beaucoup trop la société calédonienne. Est-ce que la situation d'aujourd'hui est acceptable? Absolument pas. Elle est totalement inacceptable. Et maintenant que les 3 référendums sont passés, c'est fini. On pourrait encore se poser la question sur la liste électorale référendaire. On pourrait se poser la question. Je ne suis pas convaincu, mais pour les provinciales, vous avez parfaitement raison. Que vous ne puissiez pas voter pour rester un certain temps sur le territoire et que vous avez créé de la richesse, de embaucher des gens, vous avez contribué, vous avez parfaitement raison. Donc il y a une négociation. Alors vous savez, il y a longtemps, dans l'accord de Nouméa, c'était 10 ans. 10 ans glissants. Il fallait rester 10 ans.
faire vite. Et puis pour plein de raisons qui sont internes au gouvernement, qui a bien connu Ariel Mariton, où la vie était simple entre Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. On est passé de 10 ans qui était l'accord de Nouméa à rien du tout, puisqu'on a bloqué dans la Constitution en 2007. Bon, je pense qu'il faut reprendre le corps électoral glissant. D'abord, il y a fusionné des listes électorales, vous avez 3 listes électorales ici. Ça, c'est pas raisonnable non plus. Une référendaire, une nationale, on pourrait dire vos députés par exemple, et une pour les provinciales. Donc il faut fusionner sans doute 2 listes, une nationale et une locale, déjà qu'il y aura du temps. Il y a plein de gens, y compris les Kanaks, qui ne sont pas sur la liste électorale pour des tas de raisons administratives que je ne rentrerai pas dans le détail, mais qui sont extrêmement compliquées. Il faut évidemment permettre à 11 000 jeunes Kanaks et non Kanaks de pouvoir voter. Et puis c'est normal, quand on a passé 5 ans, 7 ans, 10 ans maximum sur un territoire, au bout d'un moment, on puisse voter. Ça me paraît tout à fait logique, monsieur, et vous avez parfaitement raison. Ce ne sera pas au bout de quelques mois, ça ne peut pas être éternellement. Et si jamais déjà on arrive à faire ça, qui est une réparation des erreurs de l'histoire précédente, on aura donné, je crois, psychologiquement déjà quelque chose de très nouveau en Nouvelle-Calédonie, et c'est évidemment extrêmement difficile, puisque ça touche à l'intime de qui décide pour la suite, puisque vous avez compris que le principe de tout ça, c'était pas la création de richesse, ce que nous pouvons regretter, vous et nous, mais c'est plutôt qui gouverne en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et on a essayé de régler pour des raisons institutionnelles, ce qu'on n'a pas réussi hier à régler par la violence. Dernière question. Une dernière question. Oui, monsieur. Bonjour. Moi, c'est Paul Wima. Je m'exprime au Kanak. Effectivement, ce matin, quand on parlait de la décarbonation par rapport à la transition énergétique. Là, je vous entends par rapport à l'histoire de la Calédonie. Effectivement, par rapport aux accords, d'abord l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa, pour lequel nous, on s'est engagé. Moi, en tous les cas, je suis engagé, je suis ingénieur des mines, pour lequel je me suis battu pour pouvoir effectivement faire en sorte que les Kanaks puissent exercer avec les compétences au même titre que n'importe qui dans le monde. Donc j'entendais tout à l'heure effectivement par rapport aux 3 ans qui sont, que vous disiez, monsieur l'entrepreneur, on dit on prend toujours des risques. Moi je suis entrepreneur aussi, je prends des risques en Nouvelle-Calédonie, mais je peux le prendre au Vanuatu comme en France avec les conditions qui nous sont imposées. Donc effectivement, là c'est une réflexion. Donc effectivement je vous entends, monsieur le ministre, de votre séjour. J'espère qu'il y aura une issue des discussions, de décarboner les discussions. Là, ce matin, on parlait de la transition énergétique, donc c'est une transition. Effectivement, on ne réglera pas tout en l'espace de quelques mois, mais on prendra en compte. Effectivement, moi, je suis quelqu'un d'énorme, hein, je suis d'Ouaïlou. J'ai subi les événements à l'époque, donc je connais bien ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je me suis battu pour devenir ingénieur, pour prouver aussi à ceux qui sont comme moi, dépendants d'un statut coutumier, de pouvoir aussi se battre comme un entrepreneur, prendre les risques d'un entrepreneur. C'est des risques, on comprend. Effectivement, on investit, nous-mêmes, on investit dans notre pays pour s'en droit, dans notre pays, quelles que soient les problématiques politiques qui peuvent se poser à différentes personnes. Donc moi, je connais bien le nickel parce que je suis un ingénieur pour avoir mis en place l'usine du Nord par rapport aux discussions qui se sont passées. Donc le nickel, en ce qui concerne l'État, la société, la SLN, appartient à l'État, donc lui aussi prend des risques en investissant en Nouvelle-Calédonie. Donc il est aussi propriétaire de cette unité. Donc elle a aussi son mot à dire par rapport à, effectivement, la stabilité, à trouver des solutions pour réduire, effectivement, les coûts qui sont associés, pour faire en sorte qu'il y ait une sérénité dans les décisions par rapport à l'ensemble de l'environnement du Pacifique, par rapport à ce qui se passe en Europe ici. Donc moi, je voulais dire par rapport à ce qui est évoqué, là, monsieur Fougier est là, monsieur le sénateur est là, donc je vais dire bonjour. On connaît bien, mes parents se sont bien connus. Moi je suis Kanak, je suis ingénieur. J'ai participé à l'usine du Nord, j'ai participé au convoyeur de Tibagi pour pouvoir installer la Tibagi. Et puis aussi une réflexion, pourquoi on a eu plusieurs process en Nouvelle-Calédonie, c'est par rapport à la teneur du nickel, par rapport à l'hétérogénéité du minerai. Il est difficile, les conditions de production, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada, n'est pas la même qu'en Nouvelle-Calédonie où le minerai est hétérogène. Donc des difficultés techniques qui fait que les conditions de compétitivité sont différentes.
Donc à nous, effectivement, comme vous le dites ce matin, de croire à ce qu'on fait. Donc moi je crois à ce que je fais. J'espère que les conditions politiques, quelle que soit l'issue des solutions, puissent décarboner, puissent apporter cette transition énergétique, apporter cette transition à l'ensemble de la population. Quand vous regardez l'ensemble, ici, sur Nouméa, là, il n'y a qu'à regarder. Il y a des entrepreneurs, comme moi-même, qui prennent des risques par rapport à l'ensemble des conditions fournies par le pays dans lequel on veut y investir. Mais merci beaucoup, monsieur. Je crois que... Vous avez touché un point important, y compris dans la relation à l'État, et qui est un message, je pense aussi à vos collègues chefs d'entreprise ici, c'est qu'en général, quand on veut que les autres croient en vous, il faut commencer par croire en soi. Et donc croire en soi en termes de développement économique et de création de richesse, je pense que c'est aussi une condition nécessaire dans le dialogue avec l'État et pour qu'on ait tous les encouragements à la création de richesse. Gérard, je te laisse conclure. Non, mais votre témoignage est très beau, monsieur, si vous me permettez, mais croyez bien, et en vous répondant, je vais de répondre à tous, que si on n'y croyait pas, on ne serait pas là. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, c'est sans doute l'outre-mer qui a le plus d'atouts. Ce matin, on regardait bien sûr les choses négatives, mais on se disait aussi en se disant que tout n'avait pas été si mal fait. Il y a eu 117 Kanaks qui, à 25 ans, avaient l'équivalent du grade de master. Aujourd'hui, il y en a 2600. Alors, c'est une petite victoire, mais aujourd'hui, la création d'entreprises, elle se fait aussi bien dans le nord que dans le sud. Et c'est essentiellement, évidemment, des Kanaks qui le font. Et puis, on voit bien, vous avez parfaitement raison, y compris sur le nickel, et malgré les difficultés propres au nickel en Nouvelle-Calédonie, bon, ça attire des réserves, c'est vrai que c'est en surface, c'est vrai que c'est un nickel hétérogène, c'est vrai que vous êtes plus loin pour l'exporter, c'est vrai que l'énergie coûte plus cher ici. Enfin, vaut mieux avoir du nickel qui est l'avenir des grandes fonctionnement de l'économie du monde, à commencer par le nord de la France qui installe des gigafactories de batteries toute la journée, que d'avoir un autre minerai qui est passé. Il vaut mieux avoir du nickel que du pétrole aujourd'hui. Quand vous discutez avec les Qataris, ils expliquent qu'ils font des fonds d'investissement parce qu'ils savent que dans 30 ou dans 40 ans, ils ne pourront plus utiliser du pétrole. Et que leur énergie, leur ressource naturelle qui fait leur richesse, demain, va s'amenuire, ce qui n'est pas le cas ici. Donc il y a sans doute des process hyper capitalistiques, vous le savez, à trouver ici. Il y a sans doute aussi à revenir sur une doctrine nickel, on ne veut absolument pas exporter de minerais, peut-être qu'il faut en exporter une petite partie. Y a-t-il trop de producteurs, trop d'usines? C'est une question qu'il faudra quand même un jour se poser en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'elles sont le mieux gérées possible? Est-ce que vos actionnaires sont ceux qui sont plus attentifs au développement du territoire? Est-ce que l'énergie est au rendez-vous? Bon, il y a plein de questions qui se posent, bien sûr. Mais évidemment que c'est une terre pleine de richesses. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alimentaire, bravo monsieur pour votre investissement, mais la Nouvelle-Calédonie, elle ne devrait pas perdre de l'autonomie alimentaire. Enfin, vous êtes une terre d'agriculteurs, de producteurs, vous avez un climat le plus tempéré sans doute des outre-mer, vous avez des grands continents à vos portes. C'est pas normal qu'on en soit arrivé là. Pour plein de raisons politiques, institutionnelles, économiques, des choses sont négatives, mais tant qu'il y aura des gens comme vous et comme tous autour de la salle, il n'y a aucune raison que le Calédonie ne s'en sorte pas, soit un État extrêmement prospère, extrêmement riche de sa cohabitation culturelle, mais surtout de la terre extrêmement fertile qu'elle a. Donc d'abord, vous avez raison de prendre la parole, monsieur. Les conditions politiques ne sont que des conditions politiques, alors elles peuvent parfois empêcher de produire, et nous, on n'est pas communistes révolutionnaires, en tout cas pas révolutionnaires avec Jean-François. On considère, nous, que c'est nous qui créons la richesse et qu'on doit permettre d'avoir le cadre pour créer cette richesse. Et qu'on pense que, et Jean-François le dit à tous les outre-mer, parce que c'est facile de dire en Nouvelle-Calédonie, mais c'est plus compliqué de dire dans d'autres outre-mer, il n'y a pas de redistribution et il n'y a pas d'amélioration de vie, de transition énergétique, d'augmentation d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, s'il n'y a pas de création de richesse. Et donc s'il n'y a pas d'entrepreneurs qui créent la richesse. Notre travail à nous, c'est de le faire. Alors, évidemment, dans les sociétés ultramarines, il y a beaucoup d'oligopoles, il y a beaucoup de monopoles, il y a beaucoup de difficultés pour la libre concurrence. Et quand on a la chance d'avoir une terre comme la vôtre, qui même s'il y a 300 000 habitants, a une culture anglo-saxonne assez appuyée, a un espace assez large et a autant de richesses, on peut créer, me semble-t-il, cette économie pour être moins dépendant de la métropole
et pour être moins dépendant d'une seule activité qui est le nickel et qui peut faire demain beaucoup de pauvreté si jamais les cours s'effondrent et si jamais les choses sont très négatives. Donc voilà, c'est un message d'espoir et de dire que si on n'y croyait pas, on ne serait pas là tous les 2 mois. Grand merci à toi. Je crois que beaucoup ici aspirent à ce que la Gigafactory de batterie du Nord à laquelle tu es attaché utilise du nickel de Calédonie. Cette remarque est complète. Encore faudrait-il produire du nickel batterie et pas du nickel casserole, comme dirait Monsieur le ministre, je crois qu'il y a les deux. Et sans doute, je comprends que tu fais diminuer l'offre de casserole, mais en tout cas, grand merci pour ta disponibilité, ton attention. Et comme il n'est pas tout à fait 5 heures de métropole, je crois que tu es encore disponible pour partager un verre avec nous. Merci à toi Gérald, merci à toi Jean-François, merci à toutes et à tous. régionales et auxquelles on a un réel intérêt à répondre ensemble.
Donc évidemment la montée des eaux, les enjeux de migration climatique en font partie, mais également tous les sujets qui sont liés à l'alimentation, à la sécurité alimentaire, en lien également avec le changement climatique. Et dans ce cadre-là, le réseau porte également un projet européen, le projet FALA, qui se développe à l'échelle régionale avec des universités de la région, également Australie, et des universités européennes. Donc c'est une belle collaboration qui s'inscrit plus largement dans nos collaborations régionales d'universités, une grosse collaboration dans la région et également sur tout le nord, avec des mobilités étudiantes, l'accueil d'étudiants étrangers, nos étudiants évidemment qui partent sur ces territoires. Le Canada est toujours très prisé par les étudiants calédoniens en termes de destination. Voilà, un rôle aussi, une mission de rayonnement de la francophonie avec l'organisation de l'université de français pour accueillir des étudiants qui apprennent à parler français grâce à tous ces outils. Okay. Ils auront les infos, mais ces infos, elles partent aussi donc, au centre d'alerte TWC à Hawaï, qui eux font l'analyse. Donc les quatre points focaux, hein, le MRCC, les mises, la sécurité civile et l'IRD. Ça va être prêt quand? Allez, on va dire dans 3 ans. Il faut déjà que ce soit financé. D'accord. C'est 2 ans un projet comme ça minimum. À partir du moment où on a le financement complet, parce que s'il y a un financement complet à trouver sur la partie téléco et sur la partie smart, c'est un projet global et c'est 2 ans après de travaux entre la commande qu'on passe à l'industriel et le moment où on va mettre en service. Et le coût? Et le coût global du projet, c'est aujourd'hui 35 millions d'euros, tout compris. Il y a une branche sur Tana aussi. Et sur la partie uniquement smart, on évalue à 10 millions d'euros. Mais après, il y a aussi de la maintenance qui coûte assez cher. Si jamais ils tombent en panne, il faut les réparer. Donc il y a une maintenance qui est assez onéreuse. Donc on travaille avec ASN là-dessus, avec Alcatel aussi. Donc en fait, la partie, aujourd'hui, on essaie de financer 10 ans de maintenance et la partie investissement. Et on a bonne... fait une demande à la France de l'Emploi. Exactement. Vous avez demandé combien? Pas loin. On a fait un 10+5 en fait, donc 10 CAPEX et 5. Bon, du coup. C'est une très bonne nouvelle. Ça serait. On y travaille, on y travaille. Les autres financeurs, c'est qui? Alors on travaille avec TI ici, sur la partie, justement, plus sur la plateforme, sur la diffusion de la donnée, sur la modélisation. Et puis il faut aussi motiver, créer une symbiose avec les équipes IRD ici. C'est pas que GeoAzure en France ou IFRANER en France, pour qu'on arrive à créer la structure. Donc ça, c'est un travail avec TI, on a travaillé ça avec M. Thureau. En fait, on est sur la mer de Corail. Et donc, on a un impact directement sur le territoire d'innovation, puisque c'est TI qui finance toute la partie mer de Corail. Donc, ça se regroupe. Et après, nous, on travaille aussi avec des industriels. En fait, il y a des Américains, des Canadiens, des Français qui sont déjà en attente d'utiliser cette donnée pour la diffuser. Pour faire des systèmes grand public, de type je suis à la plage et j'ai une alerte tsunami, ou de type dans les ports, il faut prévenir les infrastructures, etc. On a aussi ce travail-là. Après, dans l'idée, une fois qu'un industriel comme ASN a établi la faisabilité de ce système, c'est-à-dire que le rajout d'un capteur océanique, d'un capteur scientifique, finalement, par rapport au coût global du projet, ça va être minime. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a montré que c'est faisable, que tous les câbles télécoms qui sont posés maintenant sur la planète, soit un transpacifique, un transatlantique, soient équipés de ces capteurs. Notre espoir, c'est que la première mondiale, c'est un industriel français, c'est Alcatel, qui est en avance sur le temps. Donc on espère vraiment faire des petits de ce projet-là à l'échelle des autres câbles. Je parle de la Méditerranée, de tous les projets, et ASN est un grand câblier, donc ça peut faire des petits. Alors on coche beaucoup de cases moi, avec ce projet. Merci beaucoup. Merci. C'est vous qui serez le patron, hein. C'est dans votre zone. Il travaille dessus. Il travaille dessus. On a reçu les nouvelles notées ce matin. 35 millions d'euros sur 2-3 ans. Sachant qu'il y a vraiment l'âge entre... Alors en fait, dans la question de Vanuatu à 2 ans, on se les échanges. Un besoin criant des communes qui sont au front toujours sur le transport, l'aménagement, le développement d'infrastructures, ça. Donc c'est un projet qui
coche toutes les cases, non seulement en termes de recherche, mais ça poursuit aussi. C'est pour ça qu'on s'est rapproché du collège Meknès, parce que quand bien même nous avons cheminé vers ce trajectoire, il nous faut aussi un développement économique et des acteurs qui sont prêts à répondre à cette stratégie. Donc c'est vraiment un projet, je vais faire d'insister, de ce soutien, parce que derrière, il y a ce lead au niveau de la région Pacifique, mais aussi on fait une offensive sur les petits territoires comme Samoa, Tonga, le Vanuatu et d'autres territoires qui font face finalement aux mêmes problématiques que la Nouvelle-Calédonie. Ceci dit, nous, parce que plus tôt dans l'année, j'ai été invité par la proposition de Guinée, et nous avons ici BRD, nous avons ici l'IFONER, nous avons ici l'université, et nous avons tout un savoir technique, une culture technique que nous pouvons aussi adresser, non seulement pour nous, les trois territoires, mais aussi à adresser les autres, la région. Donc voilà pourquoi je tenais à ce que l'IRD, l'université, une entreprise, parce que c'est une start-up locale, on en a deux ici, c'est Insight et Blue Shark. Il nous faut encore beaucoup plus d'acteurs économiques sur ce sujet ô combien stratégique. Parce qu'il s'agit aussi de développer un cadre de développement économique sur ce sujet, qui couvre, vous l'avez vu, l'occupation des sols, la ressource en eau, la conservation. Est-ce que notre politique de révégétalisation disciplinée fonctionne ou pas? Il faut des indicateurs. Est-ce que nous devons avoir une cartographie par opportunité des terres économiques? Est-ce qu'on doit faire des lois ici? Je viens d'apprendre que nos terres ici sont très peu fertiles. Ce sont des outils qui peuvent aider à décider. À l'aune de projets qui seront soumis à l'État pour du financement, il me semble, et je pense que le président du gouvernement collégial est d'accord, que nous ayons une approche militaire, c'est-à-dire une cartographie pour pouvoir décider et apporter des projets qui adressent vraiment des problématiques, non seulement du développement économique du territoire, de protection du territoire, mais aussi de rayonnement dans la région. Je m'arrête. M-A-2-S-E-N-D-T. Merci. Oui. Donc nous travaillons, nous continuons à travailler. L'État a fait des propositions. Lesquelles, s'il vous plaît? Je les ai rendues publiques, je crois que vous oui. les connaissez. Alors là, vous êtes réunis ce matin, qu'est-ce que vous avez arrêté, par exemple? Alors, moi j'ai travaillé pour un grand philosophe qui s'appelle David Douillet, et qui me disait qu'il propose vestiaire, rester dans le vestiaire. Donc pour l'instant on va travailler, tout ne se fait pas devant les caméras de télévision et sur Twitter, on informe. Ce qui est sûr, c'est que l'avenir de ce beau pays qu'est la Nouvelle-Calédonie ne se décide pas à la corbeille, comme dirait le général de Gaulle, mais en réfléchissant, en se respectant. Et c'est respecter les interlocuteurs, madame, que de garder pour nous, pour l'instant, les discussions. Nous constatons que la proposition de l'État a été faite et que nous avons eu du répondant de la part des indépendantistes comme des non-indépendantistes qui proposent des choses évidemment différentes, mais que nous trouvons complémentaires. Et je veux dire que va venir le moment où les indépendantistes et les non-indépendantistes devront parler ensemble. Et la prochaine fois que nous inviterons les partis calédoniens à venir à Paris, ou lorsque nous reviendrons en Nouvelle-Calédonie, il faudra que cette trilatérale ait lieu pour que indépendantistes et non-indépendantistes discutent ensemble et pas simplement à travers l'État pour trouver le compromis qui va inscrire durablement la Nouvelle-Calédonie dans un avenir serein. Et j'ai dit par ailleurs que si nous n'avancions pas, malheureusement, le gouvernement de la République prendrait ses responsabilités, notamment sur la question du corps électoral. Mais avant de prendre ses responsabilités, nous faisons le pari de l'intelligence collective, des échanges, du dialogue. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de ces discussions, mais ils avancent. Et on peut dire que chaque jour, les choses vont mieux. Merci beaucoup. Donc, comment ça s'est passé ce matin? Alors nous, c'était ce midi, puisque le ministre a reçu ce matin la délégation indépendantiste et qu'il a reçu ce midi la délégation non indépendantiste. Alors, on a tous salué d'abord l'engagement de l'État. Je pense qu'on peut. C'est la 3e fois qu'il vient en Nouvelle-Calédonie, la 5e fois qu'il nous reçoit. Je pense que c'est quand même beaucoup d'énergie pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Non seulement il est venu, mais en plus, désormais, il a fait des propositions concrètes. Lesquelles? Celle qu'il a rendue publique, donc le courrier qu'il a rendu public sur la question
du corps électoral, sur la question du droit à l'autodétermination, sur la question des institutions, la manière dont elles peuvent évoluer, des compétences, etc. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est d'accord, un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est pas encore d'accord. C'est ce qui nous intéresse. Voilà, mais comme l'a dit le ministre, je pense que si on venait à rendre public les uns et les autres nos positions, ça rendrait impossible un éventuel accord. Donc on a des points d'accord et des points de désaccord aujourd'hui, mais je suis aujourd'hui à la sortie de cette discussion optimiste sur le fait que nous puissions dimanche, à la suite de la dernière rencontre que le ministre aura avec les indépendantistes, rentrer sur un chemin de solution pour la Nouvelle-Calédonie. Quand on voit les jeunes qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous on veut sortir de cette incertitude, sortir de cette instabilité, offrez-nous des perspectives. Donc notre responsabilité collective, c'est d'offrir des perspectives, même si chacun a des positions différentes. Voilà, certains responsables de ce qu'ils appellent nos vis-à-vis ont parlé de la possibilité de trouver une plateforme commune. Je crois dans cette possibilité. Est-ce que vous espérez toujours une trilatérale, notamment pour prochainement? C'est indispensable. Alors là, quoi qu'ils en disent, plus ou moins eu lieu, commencé hier, puisqu'on s'est quand même parlé, même si c'est insuffisant et qu'on n'est pas rentré dans le fond des choses, mais c'est un premier pas. On a tous vocation à vivre sur ce territoire, donc on a évidemment vocation à parler ensemble. Voilà, je pense qu'on ne peut pas parler de situation de décolonisation et continuer à ne parler qu'avec l'État. À un moment donné, on a vocation tous à vivre ensemble. Merci Madame Bottes. De calendrier hier, de la définition d'un calendrier, est-ce que tu penses à l'issue de cette discussion qu'un calendrier est possible en tenant compte des provinciales en mai 2024? Le calendrier a été fixé par le ministre auprès des deux délégations. C'est pas moi qui vais le donner, mais en tout cas il a été donné et il y a une échéance claire qui a été fixée, au-delà de laquelle le gouvernement prendra ses responsabilités en déposant un projet de loi. D'accord, donc il y a un calendrier, qui a été fixé. Merci. Merci beaucoup. Merci.